Voyons enfin comment les différentes caractéristiques de l'environnement peuvent influencer la composition isotopique des plantes terrestres. L'équation de Farquhar montre le lien étroit qui existe entre le delta C13 des plantes et la concentration en CO2 à l'intérieur des espaces intercellulaires CI. Dans la mesure où CI est dépendante de nombreux paramètres environnementaux, la composition isotopique des plantes peut servir à reconstituer les variations passées de ces paramètres. Mais détaillons tout d'abord comment cela fonctionne dans les plantes. La concentration en CO2 dans les espaces intercellulaires, CI donc, varie en réponse à deux types de caractéristiques végétales. D'une part, l'ouverture des stomates qui contrôle l'entrée de CO2 dans ces espaces et d'autre part, l'activité enzymatique qui en contrôle la consommation, c'est-à-dire la sortie de CO2 de ces espaces. Prenons l'exemple d'une plante en C3 se développant dans un environnement optimal. Sa composition isotopique moyenne est de -27 pour 1000, ce qui résulte de fractionnements isotopiques en faveur de l'isotope léger, le carbone 12. Comme chez toutes les plantes, ces stomates contrôlent les échanges gazeux, notamment ceux de la vapeur d'eau et du CO2. Ces stomates peuvent se fermer en cas de baisse de disponibilité de l'eau, par exemple, à cause d'une sécheresse. Une telle fermeture permet de réduire les pertes en eau par transpiration, mais elle conduit également à diminuer les apports en CO2 et donc CI, ce qui conduit à diminuer le rapport CI sur C atmes et au final à augmenter le delta C13 des plantes. Vu sous un autre angle, quand les stomates sont fermés, il y a moins de CO2 disponible à l'intérieur des espaces intercellulaires, la plante l'utilise plus efficacement et discrimine moins les deux isotopes. Pour bien se figurer ce processus, on peut imaginer que la plante est capable de choisir entre les deux isotopes du carbone. Elle préfère assimiler le plus léger, le carbone 12. Mais quand les stomates sont fermés et que le carbone vient à manquer dans les espaces intercellulaires, elle assimile tout le carbone disponible, y compris l'isotope lourd, le carbone 13. Donc quand les stomates sont fermés, la plante choisit moins entre les isotopes du carbone, elle discrimine moins ces isotopes et la composition isotopique augmente. Attention, bien sûr, ça n'est qu'une image. La plante n'a pas véritablement la capacité de choisir entre les deux isotopes. Le fractionnement est principalement une conséquence de la vitesse de réaction plus rapide du 12CO2 par rapport au 13CO2. Donc, quand les stomates se ferment, il y a proportionnellement plus de carbone 13 qui est incorporé et le delta C13 augmente. D'autre part, l'activité enzymatique qui contrôle l'assimilation du carbone des espaces intercellulaires peut quant à elle être affectée par plusieurs autres paramètres environnementaux, notamment la luminosité, la température ou encore la teneur en nutriments du sol. En diminuant ces paramètres environnementaux conduisent à réduire l'activité enzymatique de la plante. Si on a une arrivée de CO2 constante, cela conduit à augmenter la concentration en CO2 dans les espaces intercellulaires et donc à augmenter le rapport CI sur CA et donc à diminuer le delta C13 des plantes. Autrement dit, quand par exemple la luminosité baisse, l'activité enzymatique de la plante diminue, elle consomme moins le CO2 contenu dans ces espaces intercellulaires et elle discrimine plus les deux isotopes. Il y a donc proportionnellement moins de carbone 13 qui est incorporé et le delta C13 diminue. Ce schéma est à connaître par cœur. Les plantes enregistrent donc les variations simultanées de plusieurs paramètres.
L'analyse de leur delta C13 peut permettre de reconstituer ces variations à condition de disposer d'informations complémentaires qui permettent de faire des hypothèses sur les paramètres susceptibles d'être enregistrés. Prenons l'exemple de la flore fossile du Crétacé des environs de Prague en République tchèque. Elle présente des plantes bien diversifiées comme cette fougère, ce cousin du thuya ou encore ce cousin du ginkgo actuel. Leur excellente préservation a permis de les isoler du sédiment et d'en analyser la matière organique. Intéressons-nous aux résultats obtenus sur 3 gisements fossilifères distincts, ceux de Petchinov, Khloubetin et Brnik. Ces histogrammes montrent pour chacun des gisements la composition isotopique des plantes analysées en abscisse pour le nombre de spécimens analysés en ordonnée et la petite flèche indique la moyenne de chaque gisement. La multiplicité des paramètres environnementaux pouvant influencer le delta C13 des plantes en général nécessite de combiner l'approche isotopique avec d'autres approches les plus indépendantes possibles. Ici, l'étude botanique des fossiles montre parmi les plantes du gisement de Brnik la présence d'équivalents de nénuphars, ce qui atteste d'une bonne disponibilité de l'eau à cet endroit et permet d'utiliser la composition isotopique des plantes de ce gisement comme référence de plantes se développant dans un environnement optimal. Quand on travaille sur des échantillons très anciens, ici plusieurs dizaines de millions d'années, il est en effet préférable de disposer de références locales plutôt que de faire des comparaisons directes avec l'actuel. Intéressons-nous à présent au gisement de Petchinov. Les plantes de ce gisement sont appauvries en carbone 13 par rapport à celles du gisement de référence. Cela suggère que les plantes avaient peut-être une activité enzymatique réduite par rapport à celle se développant en conditions optimales. Pour essayer de préciser l'origine de cette activité réduite, regardons l'étude botanique. Elle indique la présence de fougères et de platanes parmi les végétaux. On pourrait donc suggérer une forêt avec une canopée incluant notamment des platanes relativement denses, qui réduirait l'accès à la lumière des plantes de sous-bois comme la fougère, qui contribuerait donc à diminuer leur composition isotopique. Les plantes du gisement de Khloubetin sont-elles enrichies en carbone 13 par rapport au gisement de référence? Cela pourrait être dû à une augmentation de l'activité enzymatique ou une fermeture des stomates par rapport à des plantes se développant dans un environnement optimal. L'étude micropaléontologique a par ailleurs révélé la présence de plancton marin dans le sédiment. Une influence marine dans l'environnement local implique que l'eau est moins disponible pour les plantes, exactement comme dans un environnement aride. Les plantes qui se développent dans les marais salants sont connues pour avoir des valeurs de delta C13 supérieures à celles se développant dans des environnements optimaux. On peut donc proposer que les plantes du gisement de Khloubetin se développaient dans un milieu influencé par la mer. Sur ce gisement, de nombreux spécimens ont pu être analysés, ce qui permet d'en étudier la paléoécologie isotopique dans le détail. Ce gisement a notamment livré de nombreux spécimens des cousins du thuya et du ginkgo actuel qui présentent des compositions isotopiques bien distinctes. Le thuya en marron est enrichi en carbone 13 par rapport au ginkgo en jaune. Le paléo-environnement reconstitué étant influencé par la mer, on pourrait suggérer que le thuya fossile se développait dans un environnement plus salé que le ginkgo, plus près de la mer par exemple. Ce cas d'étude illustre bien comment les isotopes stables du carbone dans les plantes anciennes peut permettre de reconstituer certains paramètres environnementaux. Pour conclure, je vous rappelle les
Trois grands types de paramètres qui influencent la teneur en carbone 13 des plantes actuelles et qui justifient l'utilisation de la composition isotopique de la matière organique ancienne pour reconstituer les environnements du passé. Les exemples d'applications présentés ici concernaient des échelles de temps différentes, ce qui montre que cette approche peut permettre de remonter à plusieurs années dans le passé, comme à plusieurs centaines de millions d'années. Toutefois, les précautions méthodologiques à prendre seront différentes selon les contextes et les échelles de temps abordées. Cela sera détaillé dans le cours sur la méthodologie de la paléoclimatologie isotopique. Mais avant d'aborder ce cours méthodologique, je vous invite à étudier tout d'abord les cours sur les isotopes de l'eau.